Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Benyamin Netanyahou parlait de lui comme d'un petit Hitler dans son bunker. Le chef du Hamas, Yahya Sinwar, ne s'y trouvait pas lorsqu'il a été tué. C'est un détachement de l'armée israélienne qui l'a repéré dans le sud de la bande de Gaza au cours d'une patrouille de routine. Sa mort marque le début de la fin de la guerre, assure le Premier ministre israélien. Son élimination marque un jalon important dans le déclin du pouvoir maléfique du Hamas. Je tiens à le répéter de la manière la plus claire. Le Hamas ne dirigera plus Gaza. C'est le début du jour d'après et l'occasion pour vous, les habitants de Gaza, de vous libérer enfin de cette tyrannie. À tous les terroristes du Hamas, je dis, vos chefs seront en fuite et ils seront éliminés. Je lance un appel à tous ceux qui détiennent nos otages. Quiconque déposera les armes et rendra nos otages aura la vie sauve. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, la mort de l'ennemi public numéro 1 de l'État hébreu, intervient au terme d'une longue et minutieuse traque. Yahya Sinwar le savait et se méfiait de tout, partout, tout le temps, sauf cette fois. Petite erreur qui a signé sa perte. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. C'est presque par hasard que l'homme le plus recherché par Israël a été éliminé. Des soldats israéliens manœuvrant dans le sud de la bande de Gaza dans le cadre d'une opération de routine avaient repéré 3 Palestiniens en armes. Aussitôt les militaires ouvrent le feu, les 3 terroristes se séparent et tentent de trouver refuge dans 2 bâtiments différents. Les échanges de feu se poursuivent, l'armée israélienne lance un drone pour inspecter les lieux. Les images prises par l'appareil ont été diffusées hier soir. On peut y voir dans l'un des bâtiments un Palestinien blessé, le visage dissimulé par un bandeau. Il tente à l'aide d'une barre de fer d'atteindre le drone sans succès. Les tirs s'intensifient sur l'immeuble, les soldats s'en approchent, découvrent le corps sans vie d'un Palestinien dont l'aspect rappelle celui du numéro 1 du Hamas. Quelques heures plus tard, les examens de sa dentition et de son ADN le confirment. Celui qui avait planifié et ordonné la pire attaque terroriste qu'ait connue Israël a bel et bien été tué 1 an et quelques jours après les événements. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. C'est l'autre actualité de ce vendredi matin. Déluge de pluie sur une partie de la France hier et encore cette nuit dans certains départements. Comme en Ardèche, on assure n'avoir jamais vu cela. Le département qui paie un lourd tribut, il serait tombé l'équivalent de 6 mois de pluie en moins de 24 heures. Vigilance rouge levée, mais les dégâts sont considérables. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour. Envoyé spécial d'Europe 1 en direct d'Annonay, le spectacle est impressionnant ce matin. Oui, très impressionnant. Alors c'est vrai que l'eau s'est retirée et qu'il a assez peu plu cette nuit, contrairement aux prévisions. Mais ce matin, il y a des branches et des troncs d'arbres partout. Une épaisse couche de boue recouvre également le sol, comme dans ce supermarché du centre-ville que Frédéric, son directeur, est en train de nettoyer. On est en train de nettoyer notre drive qui a été inondé et on enlève la boue. Il y avait 20 cm devant tout le drive ce matin. C'est rentré à l'intérieur, on a fini l'intérieur à l'instant, on est en train de nettoyer tout l'extérieur. Pas trop de dégâts matériels, on n'a pas autant de dégâts que les petits commerçants dans le centre-ville. Ça fait mal au cœur quand même, bien évidemment. Alors juste à côté, c'est une maison de retraite dont le rez-de-chaussée a été envahi par les eaux hier. Les 72 résidents ont donc passé la nuit confinés dans les étages, raconte Alain, aide à la personne qui est restée à leur côté. J'ai fait des rondes toutes les heures, comme il n'y avait pas d'électricité et qu'ils n'avaient pas leur téléalarme qui fonctionnait. Donc j'ai fait beaucoup de surveillance. Ça s'est quand même pas trop mal passé. Je suis allé voir les plus fragiles et voilà. Les personnes âgées restent à l'étage ? Oui, parce que de toute façon les ascenseurs ne marchent pas. Comme il y a beaucoup de personnes quand même qui ont des déambulateurs et ils ne descendent pas avec les escaliers. C'est compliqué. Annonay qui va donc vivre au ralenti aujourd'hui avec les établissements scolaires qui vont tous rester fermés pour la journée. En attendant la visite de 2 ministres cet après-midi, Agnès Pannier-Runacher, chargée de la transition écologique, et son collègue de la sécurité du quotidien, Nicolas Daragon, qui seront donc au chevet des habitants cet après-midi. Jean-Luc Boujon, envoyé spécial d'Europe 1 en direct d'Annonay. Jean-Luc, on vous retrouve bien sûr dans le journal de 8h. Anissa Dadi, je me tourne vers vous. Vous êtes la spécialiste météo d'Europe 1. Que s'est-il passé dans le ciel hier pour que l'on se retrouve à ce point les pieds dans l'eau ce matin? En fait, hier, il y a eu plusieurs événements météo sur la même journée et au même endroit. D'abord, un épisode Cévenol, dont je vous parlais hier matin, qui a été plus fort que prévu. Puis, un épisode méditerranéen avec ces fortes pluies qui arrivent de Méditerranée qui ont arrosé fortement la Provence et la Côte d'Azur. Et une perturbation qui arrivait de l'ouest et là qui a copieusement arrosé toutes les régions situées notamment sur le centre-est du pays. Alors le début d'année avait été exceptionnellement pluvieux, on parlait des 9 mois les plus pluvieux de l'histoire entre janvier et début octobre. C'est pour ça que les sols étaient gorgés d'eau et les nappes phréatiques déjà toutes remplies. Précision et éclairage, Anissa Haddadi, spécialiste météo sur Europe 1. 7h06, le sommet européen de Bruxelles. Les 27 changent de ton en matière de lutte contre l'immigration illégale. Accord des 27
27 sur la nécessité d'accélérer les procédures d'expulsion des clandestins. Il demande à la Commission européenne la rédaction en urgence d'une loi en ce sens. En revanche, la création de hub retour, autrement dit, le transfert de migrants dans des centres d'accueil de pays tiers ne fait pas franchement l'unanimité. Ce choix, l'Italie l'a fait en signant un partenariat avec l'Albanie. Comment réagissent les Albanais sur place? Reportage à Changing. Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1. À même le quai, à quelques mètres des chalutiers, 16 migrants débarquent dans un centre de rétention. Les grilles métalliques sont hautes et surveillées, mais Mathilda, serveuse dans le resto du coin, craint que ces clandestins parviennent à s'échapper. Je ne suis pas d'accord avec cette arrivée de migrants. J'ai entendu dire qu'autour d'autres camps de ce genre, il y a des troubles entre les habitants et les réfugiés s'ils s'évadent, ou de la délinquance. Si cela arrive, nous ne serons pas contents. Shenzhen, c'est une ville où il n'y a jamais eu de problème. Les migrants, escortés par la police albanaise, quittent le petit port en bus, direction Gjader, un village dans les collines de l'arrière-pays. Des monticules de préfabriqués y sont sortis de terre tout près de la maison d'Eli, une cuisinière au chômage. La seule chose qui nous intéresse, c'est le travail. Qu'il y ait des postes et qu'ils nous embauchent. Les migrants seront enfermés. Nous ne les verrons pas dans le village. Autre opportunité que souligne un jeune rencontré, celle d'intégrer l'Union européenne. Les Albanais en rêvent et l'Italie, selon lui, pourrait désormais appuyer la candidature de son pays. Chengin, Caroline Baudry, Europe 1. Retour en France, les atteintes à la laïcité en milieu scolaire, elles seraient bien plus importantes que les chiffres officiels ne le laissent entendre. 110 faits signalés en septembre, 10 fois moins qu'en septembre 2023. Sur le terrain, la réalité est un peu plus complexe. Selon une enquête du principal syndicat d'enseignants, tous les incidents ne sont pas forcément rapportés à la hiérarchie. Louise Salé. Didier Georges, proviseur à Paris, a mené l'enquête de ce syndicat auprès des chefs d'établissement. Près de 50% d'entre eux ne faisaient pas remonter les incidents, alors 80 à 90% des situations étaient réglées par un simple dialogue, mais aussi 5 à 10% des collègues exprimaient quand même une crainte, avec des propos qui ont été jusqu'à « je ne veux pas être le prochain Samuel Paty ». Des profs aussi n'osent pas signaler les atteintes à la laïcité de peur d'essuyer des reproches. Déborah Caquet enseigne l'histoire géo en région parisienne. J'ai eu le cas de figure d'une élève qui, dans une sortie scolaire, porte le voile. Moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment la grande angoisse que j'ai ressentie toute la journée en me disant que j'aurais peut-être des accusations très graves portées contre moi. On m'expliquerait que j'avais mal fait ou mal dit. C'est insupportable. Pour éviter des incidents, lundi, l'hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard n'a pas été organisé partout. C'était le cas à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Ça n'a pas été fait ou ça n'a pas été fait correctement. C'est-à-dire, c'est une minute de silence qu'on va essayer de mettre dans la journée en essayant de ne pas déranger. C'est vraiment comme ça que ça vous est présenté. Moi, je comprends très bien avec un hommage aussi minimaliste, on n'est aucun chiffre. Les données officielles ne reflètent donc que partiellement ce qui est vécu sur le terrain. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1, il est 7h09. Dans 10 minutes, les enfants d'Europe 1, votre rendez-vous quotidien avec les archives de votre radio préférée. Avec vous, Laure d'Autriche, bonjour. Bonjour à tous. Alors que va-t-on entendre ce matin? Retour sur l'émission mythique d'Europe 1, Salut les copains, créée en octobre 59. Allez, à tout à l'heure.